Dans les années 50, les futuristes et les auteurs de science-fiction imaginaient que le troisième millénaire serait une société de consommation. Certains la prévoyaient merveilleuse, un monde sans soucis où la technologie réglerait tous les problèmes. D'autres, comme Henry Miller, redoutaient un cauchemar climatisé qui ferait de nous des robots. Tous pressentaient que cette révolution consumériste aurait un impact sur la culture mondiale. La société capitaliste moderne ne repose pas sur la production, mais sur la consommation. À chaque cycle commercial, on constate que beaucoup de marchandises ne peuvent pas se vendre. Les Japonais fabriquent plus qu'ils ne consomment, tout comme les Américains. Le grand besoin du capitalisme moderne, ce n'est pas des producteurs fidèles, mais des consommateurs consciencieux. Et ce consommateur dévoué est quelqu'un qui doit acheter, acheter et acheter encore, bien au-delà de ses besoins naturels. Voilà pourquoi l'économie postmoderne s'applique à fabriquer des besoins pour que les gens désirent cette multitude de produits. L'image des marques est devenue l'outil indispensable à cette fabrication des besoins. Car de combien de parfums avons-nous besoin? De combien de paires de baskets ou de marques de vêtements différentes avons-nous besoin? Les marques ne vendent pas de marchandises, elles vendent des styles de vie, des attitudes, elles vendent des images de soi. Voilà à quoi servent les marques. Au fond, les marques sont la culture de la vie quotidienne. Aucun achat n'est innocent. C'est-à-dire que quand on achète un produit, on achète beaucoup plus qu'un produit. Les marques doivent avoir conscience de leur responsabilité à structurer l'environnement des gens, parce qu'elles ont le pouvoir du discours sur la manière de voir les choses. Ce qui me frappe dans le travail que l'on fait avec les entreprises, c'est qu'elles n'ont pas conscience de cette responsabilité. Elles vendent. Elles vendent, c'est très bien, mais en vendant, elles véhiculent des choses. Or, il y a un pouvoir considérable, positif et négatif, dans la structuration des représentations mentales que les gens se font de leur environnement. La diversité est un obstacle pour ceux qui veulent imprégner la culture avec une seule gamme de produits. Voilà pourquoi Disneyland est identique dans le monde entier. Les hôtels Hilton sont les mêmes dans le monde entier. Coca-Cola et Kentucky Fried Chicken sont les mêmes dans le monde entier. C'est cette homogénéité qui génère du profit. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de place pour le pluralisme ou la diversité culturelle dans un monde où l'on essaie de vendre des produits uniques, homogénéisés. Tout cela a un impact non seulement sur la culture, mais sur la religion, la morale et les valeurs. La plus importante invention de la culture globale est la franchise. Les corporations vendent l'utilisation exclusive de leur marque au plus grand nombre possible de détaillants sous des conditions très strictes. Ces détaillants s'engagent à ne vendre que cette marque dans les mêmes décors et au prix imposé. L'industrie du fast-food a créé un modèle que beaucoup d'autres entreprises ont imité. En termes de paysage et de culture, les chaînes de fast-food ont été pionnières du système des franchises et pionnières dans le choix du décor reproduit à l'identique, des centaines et même des milliers de fois. Beaucoup d'autres industries ont vu le succès des fast-foods et elles les ont copiés.
Il faut garder à l'esprit que le cœur de l'idéologie du fast-food, c'est l'uniformité et la conformité. Il faut que la nourriture ait exactement le même goût et qu'on sente exactement la même ambiance dans chaque restaurant de la chaîne. Donc, l'une des influences principales de l'industrie du fast-food a été de pousser à l'homogénéisation de la culture américaine. L'efficacité des franchises rend la marque plus visible, donc plus connue. La société qui a le mieux réussi dans ce domaine est McDonald's. Une étude a montré que le clown, Ronald McDonald, est aux USA aussi connu que le Père Noël et plus connu que Jésus-Christ. Une statistique américaine montre que 90% des enfants de 3 à 9 ans vont au moins une fois par mois chez McDonald's. Ces chiffres sont très similaires en Europe. McDonald's a remarquablement réussi à créer une conscience de marque. Le symbole des arches dorées est désormais plus connu dans le monde que la croix chrétienne. Beaucoup d'enfants reconnaissent ce symbole avant même de reconnaître leur propre nom. Eric Schlosser raconte dans son livre Fast Food Nation comment le M jaune a été conservé depuis sa création à cause de sa forme mammaire. On sait que c'est pas bon, parce que ça se trouve, ils rajoutent du sucre dans leur hamburger. Mais ça rend meilleur l'hamburger, parce que c'est dégoûtant, c'est plein de sucre, c'est plein de graisse et ça le rend meilleur. Chez McDonald's, tout est fait pour être le paradis des enfants. Bonheur le plus total. Grâce aux jouets et à l'ambiance conviviale, les enfants deviennent prescripteurs. Les parents et les grands-parents suivent. McDonald's a créé une révolution dans l'histoire du repas familial. Lorsque McDo est arrivé en France au début des années 80, il n'y avait pas de lieu, en dehors de la maison, dans lequel on puisse sortir en famille. Ça n'existait pas. De ce point de vue-là, McDo est arrivé avec une nouvelle idée qui était une vraie rupture par rapport à la culture du repas, de la table et de l'alimentaire en France, qui est de dire un restaurant, c'est pas forcément pour les adultes, il n'y a pas de raison que ce soit pas un lieu de famille. Dès lors, on va casser les codes, on va créer le repas déstructuré, on va créer des lieux qui sont autant des lieux d'ambiance que des lieux de restauration. La communication et le marketing de McDonald's a remarquablement réussi à intégrer les valeurs dominantes de l'enfance à l'intérieur d'un schéma familial accepté, assumé par les parents. Ce qui fait que tout le monde s'y retrouvait, c'est-à-dire que l'enfant avait vraiment l'impression d'avoir enfin une marque pour lui et un langage qui lui convenait, et les parents n'avaient pas l'impression de rompre ou de trahir les valeurs familiales. On veut tout faire pour être le resto de la famille, mais surtout pas de cette espèce de famille classique, un peu conventionnelle. Nous, on veut être le restaurant des groupes, des tribus, et en particulier des familles quelles qu'elles soient, c'est-à-dire des familles recomposées, des groupes déstructurés, etc. Je pense même qu'on a un rôle, pour être franc, vu la place qu'a McDonald's dans la société, pour probablement essayer de promouvoir cette idée de la famille moderne. Oui, il y a beaucoup de familles recomposées, déstructurées, parce que les divorces sont ce qu'ils sont. Donc on a des frères, des demi-frères, les gens, voilà. Et nous, on doit être au milieu de ça. Aux USA, le marché de la restauration est saturé. L'industrie du fast-food et des boissons gazeuses a trouvé un débouché nouveau dans les écoles. La nourriture à la cantine étant souvent trop mauvaise, les enfants se nourrissent avec des pizzas, hamburgers, barres de chocolat et avec des sodas et ne font pas suffisamment de sport. Ce déséquilibre alimentaire est désastreux. Les enfants consomment plus de calories qu'ils n'en dépensent. J'ai commencé à m'intéresser au problème quand j'ai découvert qu'il y avait des zones scolaires en Californie dans lesquelles plus de 50% des enfants présentent une surcharge pondérale. L'obésité enfantine est un indicateur des futurs taux de maladies cardiaques, des cancers et de diabète. J'étais stupéfait car ce taux d'obésité enfantine nous laisse entrevoir que les chiffres des maladies cardiaques, de cancer et de diabète vont exploser.
95% des écoles vendent de la junk food, riche en calories, en graisse, en sucre et faible en éléments nutritifs. Cela ne veut pas dire que c'est du poison et qu'en mangeant un hamburger, on va mourir. Mais cela veut dire que manger régulièrement ce type de nourriture peut réduire l'espérance de vie. Je dois ranger les places car il y a des obèses dans ma classe. Certains élèves ne peuvent pas être au premier rang car les enfants derrière eux ne peuvent rien voir tellement ils sont gros. 80% des adolescents obèses le resteront toute leur vie. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Car ce sont les années de formation et c'est maintenant qu'il faut apporter des changements. Autrement, ils resteront comme ça toute leur vie. On constate aussi l'hyperactivité due aux abus de sucre. Ils ne peuvent pas rester en place tellement ça les excite. Puis ils s'effondrent quand ça se passe. Ils sont fatigués et ils ne sont plus capables d'écouter les leçons. Il y a une grosse pression de l'État pour améliorer les résultats des examens, mais ils ne se rendent pas compte que des repas équilibrés seraient la solution. Je ne comprends pas pourquoi les élus et l'administration ne reconnaissent pas que les enfants ont besoin de nourriture saine tous les jours et que ça ferait remonter le niveau scolaire. Les annonceurs profitent du créneau et sont de plus en plus présents dans les écoles. Même les cahiers de texte et les livres de maths deviennent des supports à la publicité. Parfois, les élèves atteignent un tel degré de saturation qu'ils ne peuvent plus supporter de voir tant de publicité. On vous conditionne pour ce que vous devez manger, les vêtements que vous devez porter. Ça les rend malades. J'ai vu beaucoup d'élèves qui n'utilisent plus leurs cahiers de texte. Parfois, ils les jettent. Si on leur demande pourquoi, ils disent qu'ils n'aiment pas les pubs, qu'elles leur tapent sur les nerfs. Regardez, dès qu'on ouvre l'emploi du temps, il y a une pub. Le sommaire, une pub. L'agenda, une pub. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça les dérange de voir des pubs partout. Les acteurs et les actrices qui font de la pub pour ces marques, je trouve qu'ils ne sont pas corrects. Parce que je suis sûre qu'ils gagnent des millions de dollars. Et eux, ils ne mangent pas chez McDonald's. Ils vont dans des restaurants français ou italiens. La pub ne les influence pas, mais ils sont payés pour la faire. Ils rendent des pubs tellement cool que les enfants veulent les imiter. Voici une page d'un manuel édité par McGraw-Hill qui est utilisé dans les écoles. Ils se servent de publicité pour apprendre les maths aux élèves. Là, on a des chaussures Nike dans un problème de maths. Il y a des bonbons M&M's et ici, des cornflakes au chocolat. Dans ce problème de maths, on doit calculer la distance à parcourir pour aller à un McDonald's par rapport à un Burger King ou un Wendy's. Les tout-petits ne sont pas oubliés. Il existe aussi des logiciels pour leur apprendre à lire et à compter grâce à des marques de fast-food et de soda. Drink Coke? No, this one. Dans les écoles américaines, les enfants sont sollicités par d'autres médias. Channel One est une chaîne d'information privée financée exclusivement par la publicité. Elle diffuse son journal télévisé tous les matins dans 40% des écoles, soit 8 millions d'adolescents. Comme le dit leur publicité, Channel One est regardé par plus d'adolescents affamés qu'aucun autre média. C'est un programme quotidien de 12 minutes avec 2 minutes de publicité comme on en voit à la télévision. Mais les élèves sont obligés de regarder ces pubs. Et, puisque l'école est obligatoire et qu'on exige des élèves qu'ils regardent Channel One, ils sont forcés de regarder ces 2 minutes de publicité. Les reportages sont réalisés dans le monde entier avec de gros moyens. Ce matin, la présentatrice de Channel One accompagne les soldats américains pour larguer de la nourriture aux Afghans dans les zones de combat. Oh my gosh. It's an unusual mission. Instead of dropping bombs, dropping food. I think it's a great mission, though. It gives you a sense of pride that you're helping people out.
Je pense que les écoles aiment ça, parce qu'il n'y a pas qu'une seule source de financement. Ce n'est pas subventionné par le gouvernement. C'est du journalisme libre, indépendant, financé par les marchés économiques américains. Ces reportages sont vus par un public de jeunes consommateurs, une bonne cible pour les publicitaires. La pub est vendue au prix fort. Dès le début, les marques qui ont sponsorisé Channel One ont été toutes les marques qui tentent de cibler le public adolescent. De Pepsi Cola aux boissons gazeuses Gatorade, en passant par Gillette, jusqu'au recrutement militaire. Ça comprend les jeux, les films, les chaînes de télé, les boissons non alcoolisées, les chaussures de sport ou tout ce que vous voulez. Ce sont nos sponsors. Les tout petits sont en contact avec les images, avec les sons et avec l'échange et avec la représentation du monde et du marché très très vite. Et ils se structurent maintenant eux-mêmes dans leur rapport au monde à partir des... La télé joue un rôle encore bien plus important que les parents, en quelque sorte, pour se construire par rapport au monde. Que ce soit un bien ou un mal, c'est comme ça. Le goût universel, c'est le goût des enfants. De par leur culture, les adultes développent des goûts distincts et diversifiés, alors que les goûts des enfants sont les mêmes pratiquement partout. Il faut donc infantiliser les goûts des adultes de façon à ce qu'ils achètent les produits pour les jeunes, qui sont des produits universels. Et cette théorie n'est pas celle de critiques radicaux, mais celle enseignée actuellement dans les écoles de commerce pour vendre les produits dans le monde d'aujourd'hui. Leur théorie est: vous devez vendre des produits partout. Cela exige des goûts universels. Les seuls goûts universels sont ceux des enfants. Voilà pourquoi nous devons cibler les enfants et nous devons transformer les consommateurs adultes en enfants. Le premier à avoir compris comment séduire les petits et les grands est Walt Disney. Ce géant d'Hollywood a réussi à créer un monde merveilleux dans lequel tous se retrouvent. Que ce soit dans les films, les dessins animés ou les parcs d'attractions, il a créé le modèle de la culture populaire actuelle. Aujourd'hui, grâce aux jeux vidéo, le monde de Mickey entre dans une nouvelle dimension, l'interactivité. Quand Walt a créé Disneyland, il voulait créer une échappatoire, un endroit où toutes les familles pourraient entrer, explorer, passer la journée ensemble et être totalement immergés. Quand on entre chez Disneyland, les haies sont très hautes, on s'isole des soucis quotidiens et on est complètement immergé. Nous utilisons la même méthode pour les jeux vidéo. Nous avons la capacité d'envoyer les gens dans ces mondes virtuels et d'en être les héros, de faire partie de l'histoire, qu'elle ne se déroule pas sans eux. C'est très puissant. Un exemple, quand mes enfants vont à Disneyland, ils se baladent et tout ce qu'ils veulent, c'est voir les personnages. Ils veulent voir Mickey Mouse. Mickey est une star. Et quand Mickey se tourne vers ma fille, qui a 2 ans et demi, et lui dit « Bonjour, je te reconnais, tu fais partie de ma vie », c'est quelque chose de très fort pour les enfants. Ici, on fait la même chose. Nous pouvons briser la 4e dimension du poste de télévision et permettre à Mickey de dire aux enfants qui tiennent les manettes « Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bon anniversaire !» Et ça, c'est vraiment incroyable. Un ami virtuel à ce niveau-là, c'est très fort. Disney Interactive a lancé une ligne de jeux éducatifs qui connaît un grand succès. Concernant la dimension pédagogique, beaucoup d'enseignants et d'universitaires nous aidaient à concevoir des produits, mais toujours dans une optique ludique, pour s'amuser en apprenant. Et tout le monde s'est dit « Et attendez, on rate une opportunité avec les écoles ».
Et il y a 3 ans, nous avons lancé une ligne de produits éducatifs pour les CP et les crèches. Nous travaillons en collaboration avec les écoles pour qu'elles utilisent ces produits pédagogiques. Et les personnages ont un impact plus fort. Quand des enfants de 2 ou 3 ans voient Mickey leur parler de l'alphabet, ils lui font confiance. À chaque lancement de film, la synergie Disney est mise à contribution. Les films sont systématiquement déclinés en produits dérivés. Souvent, la promotion des jeux vidéo est faite en partenariat avec d'autres sociétés. Disney est fier d'avoir une approche synergique pour chaque franchise que nous avons. Nous nous efforçons d'avoir toute l'entreprise derrière nous pour ces événements. Et événement est le mot-clé. Lorsque nous sortons un film, ce n'est pas qu'un film. Nous considérons ces sorties comme des événements dont les gens se souviendront longtemps. Et cela nécessite que toute l'entreprise s'implique. Et nos partenaires, les fabricants de consoles, en bénéficient. Alors que nous bénéficions de leur crédibilité et de leur connaissance de l'espace interactif. C'est donc un bon mariage, un bon arrangement. Voici le genre de promotion que nous avons fait pour Dingo fait du skateboard, qui se trouvait sur 5 millions de boîtes de Kellogg's. On fait une pub éhontée pour les Fruit Loops. Tant mieux pour eux. Regardez la place qu'on a derrière. Ici, les enfants peuvent trouver des astuces pour entrer dans le jeu et ouvrir des zones secrètes. Ils peuvent aussi gagner un concours Disneyland, ce genre de choses. Nous avons des partenariats avec Kellogg's, Coca-Cola, McDonald's. Tout ça dépend de la franchise, du calendrier. On ne se limite jamais en termes de promotion, si ça peut bénéficier à la franchise et à l'entreprise au plan mondial. La culture populaire des enfants d'Amérique est devenue interchangeable avec la culture du fast-food. Les fabricants de jouets et les chaînes de fast-food travaillent ensemble. Les productions de cinéma et les chaînes de fast-food travaillent ensemble. Il est extraordinaire de constater comment, en peu de temps, cette industrie puissante a pris le contrôle du mental de nos enfants. Ils ont tellement perfectionné leur marketing de masse et leur publicité que les grands studios de cinéma engagent des cadres de l'industrie du fast-food pour les aider à promouvoir leurs films. Après quoi, ces cadres les quittent pour retourner vers les chaînes de fast-food. Dans la culture des jeunes d'aujourd'hui, les jeux vidéo sont le plus gros marché. Aujourd'hui, à Cannes, au Milia, le salon des jeux vidéo, la société japonaise Nintendo présente sa nouvelle console de jeu, la GameCube, devant des centaines de journalistes venus du monde entier. L'événement est orchestré par David Gozen, un ancien directeur du marketing de chez Pepsi Cola. Vous savez qu'aux États-Unis, l'industrie du jeu vidéo rapporte plus qu'Hollywood. Ça représente en gros 20 milliards de dollars. Dans les 4 ans à venir, nous prévoyons de vendre en Europe entre 60 et 70 millions d'exemplaires de consoles de nouvelle génération. À chaque fois que nous lançons sur le marché une nouvelle console, nous devons offrir une véritable évolution pour le plaisir du joueur. Les consommateurs exigent toujours plus en termes de représentation graphique et de mouvement. La différence entre jeux vidéo et la réalité va s'estomper de plus en plus, car les machines permettent aux concepteurs de jeux de développer leur imagination et leur créativité. Dans l'industrie du jeu vidéo, 3 sociétés se partagent le marché des consoles. En plus de la GameCube de Nintendo, on trouve la nouvelle Xbox de Microsoft et la PlayStation de Sony. L'âge minimum que nous ciblons concernant les joueurs, c'est dès que l'enfant a des mains assez fortes pour tenir les commandes. Alors il peut jouer. Je connais des gens qui ont des enfants de 3 ans qui jouent déjà à des jeux vidéo.
Ils apprennent beaucoup au niveau de la coordination œil-main et des prises de décision, ce que le système scolaire est incapable d'inculquer à cet âge. L'industrie des jeux va continuer à grandir. Pour l'instant, environ 1 téléviseur sur 10 dans le monde est relié à un système de jeux vidéo. 8 sur 10 sont reliés à un magnétoscope ou à un lecteur DVD. Notre but est évidemment de développer notre industrie pour avoir un taux de raccordement beaucoup plus élevé. Au Japon, plus de 40% des foyers ont un système de jeux vidéo. Aux États-Unis et en Europe, presque 30%. Nous sommes déjà en train de créer un très gros marché de masse. Un jour, nous pourrons faire des jeux qui se vendront à 100 millions d'exemplaires plutôt qu'à 10 millions. Pour fournir les différents systèmes de consoles, quelques sociétés développent les jeux vidéo. On y trouve des géants comme Disney ou Sega, mais aussi des Français comme les sociétés Infogrames ou Ubisoft. Tous ont le même objectif, faire un jeu qui plaise dans le monde entier. Il faut regarder ce qui se passe dans le cinéma, il faut regarder ce qui se passe dans la musique, voire dans la mode. Parce que ça, c'est des dénominateurs communs qui plaisent aussi bien à un Japonais qu'un Américain, qu'à un Français ou un Italien. C'est pour ça qu'Ubisoft est implanté dans 15 pays. Parce qu'on a des gens sur place à l'écoute et nous apportent des sensibilités différentes. L'image des héros déjà connus facilite les ventes. Il s'est donc créé une interaction entre les mondes du cinéma, de la bande dessinée et des jeux vidéo à la recherche de marques porteuses. On a des relations d'échange. C'est-à-dire que quand il y a un film qui marche bien, on leur achète la licence et on le met en jeu vidéo. Quand il y a un jeu vidéo qui marche bien, c'est réciproque. Et puis, il y a aussi des participations capitalistiques quelquefois, mais globalement, on reste assez indépendants quand même les uns des autres. Et ce qu'il faut observer quand même, c'est que les jeux vidéo n'ont en aucun cas fait baisser le box-office. Donc on leur a pas piqué du business. On fait un jeu avec Largo Winch, là. Ça va faire vendre des BD. Pour résumer, c'est un échange de notoriété. C'est-à-dire que nous, en faisant un jeu Batman, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu des BD Batman ou qui ont vu un film ou d'une série télé Batman qui vont acheter le jeu pour ça. Donc, nous, ce qu'on reçoit, c'est de la notoriété. Ce qu'on leur donne, c'est cette fameuse interactivité, c'est cette fameuse attrait que les jeunes ont pour ce support qui sont les jeux vidéo. Et ce fait d'être acteur que vous n'avez pas ni dans le cinéma, ni dans la BD, ni dans la série télé. Donc, en fait, on leur apporte une dimension nouvelle à leur marque. Les jeux vidéo utilisent de nouvelles techniques de marketing de plus en plus personnalisées qui permettent un meilleur contact avec le consommateur. Aujourd'hui, on est une industrie grand public, on a 6 millions de clients en France, 6 millions de possesseurs. Donc, vous voyez, il faut des moyens de masse. Hein. Ça passe obligatoirement pour les grands jeux par la télévision, par exemple. Et puis, il y a le côté, ce qu'on appelle le marketing one-to-one, donc le contact direct au client final. Donc là, c'est l'exploitation de bases de données. En France, on a une base de données d'1 million de noms qualifiés de possesseurs PlayStation. Donc là, on va leur envoyer, par exemple, des mailings ou des informations en avance pour leur faire découvrir le jeu. À nous, on ne parle pas de clients. Hein. Ces gens qui sont dans les bases de données, ce sont nos VIP, sont presque nos ambassadeurs, quoi, hein. C'est des gens qui connaissent le jeu, donc on leur porte le message en avant-première et c'est ces gens-là qui en parlent après et qui commencent à faire ce marketing parce qu'on achète des jeux souvent par la rumeur. C'est une clientèle qui est extrêmement exigeante et qui a horreur qu'on la trompe. Donc il faut vraiment être faire ça de manière très, très fine et surtout pas de véhiculer de mauvais messages. Donc le marketing direct un peu avant et puis le jour J, campagne de pub télé, où on s'appuie aussi sur des événements. Si vous voulez, par exemple, on a la licence de l'équipe de France de foot, on est dans le monde du foot, et on a la licence de l'équipe de France, on développe le jeu Le Monde des Bleus, vous voyez. Donc il y a cette logique aussi. Ça, c'est une logique qui consiste à ne pas faire simplement du marketing de base, mais à s'incruster dans un univers pour gagner en crédibilité. Quand je suis chez ma mère, j'y joue pas. Et quand je suis chez mon père, je reste au moins plus de 4 heures par jour.
C'est-à-dire que les garçons, ils aiment bien ça. Je veux dire, pour la PlayStation, ils oublieraient tout. Bon, alors, je vais parler de ma vie personnelle. Mon père, avant, j'avais une Game Boy Color, et bah, avant, il disait, ah, mais c'est nul. Une fois, il a joué, bah, maintenant, il se décroche plus de ça. Moi, je pense que c'est quand même une drogue, parce que quand une personne y joue, puis qu'elle perd souvent, après, elle commence à s'énerver. On peut devenir fou à cause des jeux. Ça m'énerve tout de suite, parce que, par exemple, je perds, je meurs, ça m'énerve, je balance des fois la manette, et puis après je me fais engueuler. Le fils de ma belle-mère, il joue au foot, il n'arrive pas à marquer un but, ça l'énerve pour au moins 2 jours. En général, quand même, c'est là où on apprend la violence, parce qu'on voit un coup de poing, on a envie de le refaire, donc après on le refait. Moi, je crois que c'est ça une différence, si on pourrait dire, entre les filles et les garçons, c'est que les filles, elles vont pas essayer de le refaire. Les filles, elles savent bien que c'est pour jouer, mais les garçons, je parle pas de tous les garçons, je sais pas, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais c'est l'esprit de garçon que, voilà, on va refaire la même chose. Il y a des gens, ça les canalise, ces trucs, alors après, ils deviennent un peu fous furieux. Mais vraiment, quoi, et c'est pas pour rire, il y en a, ça les hypnotise. Il y a malheureusement quelques associations mal informées qui croient que les jeux vidéo peuvent être dangereux. Mais il n'existe aucune preuve scientifique ou médicale qui corrobore cela. Cependant, je crois que notre industrie a la responsabilité d'indiquer clairement aux consommateurs avant son achat le contenu des jeux. Ce qui est important, c'est que les jeux vidéo, comme toute chose dans la vie, doivent toujours être utilisés avec modération. C'est comme la télé. Les cassettes vidéo, écouter de la musique fort ou jouer à des jeux vidéo. Jouer pendant 1 heure et puis sortez faire du vélo. Il faut un équilibre dans la vie. Un des domaines qui compte le plus pour les adolescents est la mode, en particulier les marques de vêtements de sport. Puma, Reebok, Adidas, Nike, des sociétés du monde entier rivalisent sur le marché global. La pompe aujourd'hui, c'est pour 95% des jeunes, c'est plus une chaussure, c'est un élément de communication. C'est ah tiens tu portes tel type de chaussures, tu portes la Nike Presto machin, donc tu fais partie de tel type de gens, donc machin. Il y a les cadras qui ont leurs chaussures, il y a les skateurs qui ont leurs chaussures, il y a les clubbers qui ont leurs chaussures, il y a les gays qui ont leurs chaussures, etc. Donc tu te déclines, tu choisis ta tribu en fonction de ta chaussure. Et après quand tu as ton style de chaussure et ta marque de chaussures associée, donc là ça te requalifie encore dans un truc. Des fois les kids quand ils disent bonjour, ils serrent la main, puis ils serrent la main en regardant par terre, quoi, ils regardent leurs chaussures. Tu vois, donc ça prend des proportions. Et puis maintenant, les pompes, ça monte à 1500 balles, une paire de baskets, ça peut même aller jusqu'à 2000, 3000 balles des collectors. Mais ils ont une telle force commerciale, une telle force du business que nous, on devient finalement des victimes du truc, tu vois. Et puis on va foutre 1000 balles dans une pompe parce qu'on va croire que le gamin, il va se dire, tiens, avec ça, je vais être plus proche de ce que je veux, etc. Mais bon, d'un autre côté, c'est fun, quoi. C'est aussi la société de consommation et c'est pouvoir se faire plaisir en achetant plein de trucs différents, pas tous être dans le même moule, chercher l'originalité. C'est mieux que d'être dans un monde uniforme, quoi. La cible principale des marques de vêtements de sport est le monde des adolescents. Pourquoi ces marques les intéressent-ils tant? Au Collège Beaumarchais, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens, ils ont que des marques, Nike, Adidas, plein de petites marques comme ça, et quand ils arrivent au collège, quand ils ont toujours des nouveaux habits,
Alors les copains ils disent oh regardez, il a des beaux habits et tout, alors il se fait plein d'amis. Prenons par exemple un nouveau qui arrive au collège. D'abord on regarde et puis s'il a un super beau t-shirt et des super belles baskets Nike, on se dit ah bah celui-là on va lui adresser de la parole. Il y a souvent qui portent des marques pour faire genre regardez mes marques, elle a coûté cher, super cher, mes parents ils ont beaucoup d'argent. Toi t'as vu tes chaussures, ta mère elle peut même pas t'acheter ça. Tout le monde fait ça pour être vu, pour être connu. Je dis pas que c'est mal parce que j'en fais partie aussi, mais on fait tout ça pour être vu, pour être connu, pour être célèbre, entre guillemets. Si on porte un t-shirt Nike, tout le monde va dire ah bah celle-là, elle a un t-shirt Nike, c'est très bien, elle a de la chance, alors que les autres ils ont un t-shirt. C'est un t-shirt, donc tout le monde porte un t-shirt. C'est pas parce qu'on a un t-shirt Nike qu'on est différent des autres. Je trouve que les marques, ça a pas tellement d'importance en fait. On va pas dire à quelqu'un t'es pas mon copain parce qu'il a pas un blouson Nike quoi. Enfin je veux dire c'est vraiment faut vraiment être un peu dérangé pour penser ça quoi. Tout le monde peut avoir un problème dans sa vie à cause des marques, à cause de ce qu'il porte. Quand on arrive avec un super beau t-shirt, tout le monde est jaloux de la personne qui l'a et donc tout le monde se dit j'aimerais bien qu'on me regarde autant que la personne qui a ce t-shirt, j'aimerais bien que je sois aussi célèbre, j'aimerais bien, et tant pis je le vole et puis c'est tout. Si on veut pas se faire racketter et qu'on voit bien que les gens autour de soi ils sont un peu envieux des marques, il faut pas les exposer, c'est tout. Quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent qui voit, et toi à chaque fois t'as un super t-shirt, des super baskets, un nouveau sac à dos. Et tu vois bien que l'autre il est envieux. Enfin, je veux dire, il faut pas se cacher, mais pas en rajouter des tonnes non plus. On peut se faire racketter, mais en même temps, on sait pas quoi faire parce qu'il y a aussi le contraire. Quand on met des trucs banals, après on se moque de nous. « 75% des chaussures vendues dans le monde sont des chaussures de sport. Mais 75% des gens ne sont pas des athlètes, on le sait bien. En fait, la plupart d'entre eux sont assis avec leur Nike devant la télé toute la journée. Ils ne bougent pas. Mais ils s'imaginent qu'en mettant ces chaussures, ils adoptent une attitude, une image, et cette image, elle est là sur le logo. On met un logo ici ou un logo là sur la casquette, et on fait partie de la tribu Nike. La marque d'entre les marques est Nike. Leur logo est devenu un emblème pour toute une génération. Nous sommes allés à Portland rencontrer Dan Wyden, gourou des publicitaires, qui est à l'origine de toute leur communication. Comment a-t-il transformé l'image de ces vendeurs de chaussures de sport en philosophie de vie? Quel est l'esprit Nike? C'est la performance, c'est l'excellence de la performance et la croyance dans le pouvoir de la compétition. Quand on est sur la ligne de départ d'une compétition d'athlétisme, on se moque de savoir si la personne qui est à côté de vous est noire, ou russe, ou autre. On se demande simplement est-ce que ce salaud est plus rapide que moi. C'est ça qui vous fait peur, et c'est ça que vous voulez savoir. Voilà l'idée très forte que Nike a apportée en utilisant des athlètes de races différentes et en les traitant comme des héros, en se basant sur leurs capacités, sur leurs performances, leur grâce et leur style, de sorte que cet esprit de compétition a une force purificatrice. Une des raisons pour lesquelles Nike a autant de succès auprès des jeunes, c'est que Nike sait ce qu'elle représente, en tant que culture, en tant que marque, en tant qu'entreprise. Nike est une marque intègre. Je crois que pour tout le monde, et surtout pour les jeunes, dans ce monde tellement incertain, lorsque quelqu'un propose une vision bien définie et des valeurs affirmées, c'est incroyablement puissant pour eux. I am not a role model. I'm not paid to be a role model. I am paid to wreak havoc on the basketball court. Parents should be role models. Just because I dunk a basketball doesn't mean I should raise your kids. Je crois que Nike agit comme un être humain.
Elle fait des erreurs, elle dit des choses choquantes qui vous agacent. De temps en temps, elle fait des choses moches. Elle fait de grandes choses, des choses qui vous émeuvent, qui vous inspirent. C'est une marque complexe. Voilà pourquoi elle est fascinante. Nike fait et dit des choses controversées, pas nécessairement dans son intérêt, mais ce sont des choses auxquelles elle croit, que ça plaise ou non. Nous avons fait une publicité pour Tiger Woods qui disait qu'il n'avait pas le droit de jouer sur certains parcours aux États-Unis à cause de sa couleur de peau. Nike a perdu presque tout le marché du golf, mais Nike savait que c'était vrai. J'ai été fasciné par les manifestations contre l'Organisation mondiale du commerce et ce qui s'y est passé. Quel étrange rassemblement de personnes. Ils n'avaient rien en commun. Sinon cette peur et cette appréhension de la globalisation, de la concentration du pouvoir et de ses conséquences. Et ça m'a intéressé car nous sommes une agence de publicité indépendante. En fait, je crois que nous sommes la dernière agence de publicité mondiale indépendante qui reste sur cette planète. Et nous voyons nos clients qui se dévorent entre eux. Nous voyons les autres agences qui s'entre-dévorent. Et ça a pour effet, pas en tant qu'organisation, mais en tant qu'individu, ça vous donne l'impression d'être petit. Ça vous donne l'impression que vous êtes à la merci de forces que vous ne contrôlez pas. Autrefois, c'était les conditions climatiques, ou une bête sauvage qui risquait de vous dévorer. Maintenant, plus rien. La société humaine semble être arrivée à un point où vous ne comptez plus. Personne ne s'intéresse plus à vous. Le monde va faire ce qu'il doit faire, mais c'est à vous, quelle que soit l'organisation dont vous faites partie, quelle que soit votre culture, d'exprimer ce que Dieu vous a dit d'exprimer. Quel que soit votre talent, votre vision du monde. C'est ça qui va changer le monde. Ça commence à cet endroit précis, et c'est ce caractère unique, cette singularité qui est universelle. Mais c'est une chose très étrange. Et c'est pourquoi, lorsqu'une marque agit de manière inhabituelle et qu'elle a une particularité, elle a un immense pouvoir, car elle a un système distinctif de valeurs qui ne sont pas basées sur le commerce, mais sur une vision du monde. Ici à New York, les étudiants juifs qui portent la kippa mettent un logo Nike dessus. Alors, qui sont-ils? De jeunes juifs ou des adeptes de Nike? Les deux sont en conflit. Nike est la nouvelle marque, le judaïsme est l'ancienne marque qui les passionne moins. Nike est la nouvelle marque, même s'il s'agit ni d'un objet, ni d'une chaussure, ni d'une chemise. Il s'agit d'une façon de se penser soi-même, comme le judaïsme pouvait l'enseigner dans le passé. Le judaïsme vous dit quoi faire, quoi penser, quelles sont vos valeurs, qui sont vos amis. Nike vous dit quoi faire, qui vous êtes, qui devraient être vos amis, ce que vous devriez faire. Nike est la nouvelle religion. Nike est le nouveau mode identitaire. Nike est la nouvelle science de vie en somme, et son ennemi n'est pas une autre marque, son ennemi c'est la religion. Son ennemi est le communautarisme. Car les marques, en somme, ne sont plus des objets, elles sont une identité, un comportement, un système de valeurs. Les marques sont la nouvelle religion. Le hip-hop est la bande-son de la culture populaire d'aujourd'hui. C'est la musique qui vend le plus de disques dans le monde entier. Son impact global est encore plus important
que l'était celui du rock, supplanté il y a 15 ans. À la fin des années 80, le hip-hop c'était la rage, c'était nouveau, excitant et ça nous appartenait. Maintenant, c'est devenu énorme et commercial dans le monde entier. Mais à l'époque, on ne faisait pas de hip-hop pour l'argent. On faisait ça parce qu'on aimait ça, c'était la nouvelle musique et ça me touchait tout naturellement. Ça fait partie de moi. Les réalisateurs de clips de hip-hop sont très sollicités par les publicitaires. Chris Robinson, ancien rappeur, travaille avec beaucoup de succès dans les deux domaines. Il y a 10 ou 15 ans, le monde de la publicité n'avait aucun goût pour le hip-hop et la culture urbaine. Mais le monde entier est touché par le hip-hop et ses artistes charismatiques. Et à mon avis, c'est surtout les ventes de disques qui ont ouvert les yeux aux gens du monde de la publicité. Ils se disent, mais ça fait partie de la culture populaire, il faut y faire attention. Le hip-hop est la musique numéro 1. C'est plus qu'un genre musical, ça représente une culture. Cette culture, que ce soit au Japon ou en France, s'exprime par les vêtements, par les lieux où les gens sortent. Elle s'exprime par les disques de hip-hop. J'ai vraiment le sentiment que quand on ne regarde que la musique, on est réducteur. C'est parce que cette musique est subversive, pleine d'émotions. Elle parle de politique, elle parle de fêtes, de sorties, elle parle de culture. Et c'est ça que les gens veulent. Les jeunes veulent la même chose dans le monde entier. Je crois qu'il faut en avoir conscience pour comprendre pourquoi le hip-hop est aussi énorme. Nous voulons tous la même chose. Dès qu'on s'habille de cette façon, qu'on se comporte de cette façon, on fait une déclaration d'appartenance à cette culture. On fait alors partie de ce groupe qui existe dans le monde entier. Quand vous voyagez et que vous croisez un garçon ou une fille avec ce style hip-hop, vous les connaissez. Les clips sont très importants pour la culture hip-hop. Les chaînes musicales comme MTV sont le support essentiel pour faire passer le message. C'est l'image de cette musique. Quand je vais au Japon, je vois des jeunes qui imitent les vidéoclips qu'ils voient. Ils ne font pas que sentir ce qu'est la culture hip-hop. Ils la voient. Ils savent quelle fringue acheter. Ils savent quelle marque porte Jay-Z, quelle marque porte DMX. Ils savent comment ils bougent. Ils savent comment ils sont coiffés. Et ils commencent à les imiter. Je pense que les annonceurs qui travaillent avec MTV veulent exploiter cette culture jeune, un point c'est tout. MTV est culturellement le phénomène le plus important au monde pour la musique et tout le monde veut sa part du gâteau. MTV est probablement la chaîne la plus regardée au monde grâce à ses nombreuses antennes locales. La chaîne s'est singularisée par une grande créativité au niveau des jingles et des concepts d'émissions innovantes. MTV est devenue elle-même une marque, un style de vie nouveau pour beaucoup de jeunes Indiens, Indonésiens, Russes ou Chinois. Son président international est un ancien officier de l'armée américaine. Même si nous aimons insister sur la diversité qui est vraiment primordiale pour nous, il y a des thèmes communs qui ont tendance à devenir de plus en plus importants à chaque génération. C'est pour cette raison que vous verrez des jeunes habillés de la même façon dans le monde entier et écouter la même musique. Pas exclusivement, mais en partie la même. Ils peuvent manger la même chose et voir les mêmes films. Ils ont tout ça en commun. Mais ça n'entre pas en conflit avec la diversité. Il s'agit plutôt d'être connecté à un univers plus vaste.
ce qui est très important pour les jeunes. Le plus récent, c'est Shakira, une artiste colombienne avec laquelle nous avons beaucoup travaillé. Succès dans le monde entier. Même chose pour Enrique Iglesias. En Asie, nous avions un show au Japon et une remise de prix à Singapour. Il était présent aux deux. Il n'y avait pas véritablement de marketing ciblant les jeunes. Ça n'existait pas. Il y avait un seul marché qui était le marché général, car il n'y avait pas de médias ciblés. Il n'y avait donc pas de publicité ni de campagne ciblant le marché des jeunes. Et ce sont les marques internationales qui se sont lancées les premières. McDonald's, Pepsi, Coke, Nike, Reebok, Adidas, toutes les grandes marques qui visaient les jeunes. Ça n'était pas simple à vendre, mais quand même plus facile que le thé à la chrysanthème ou les petites barres de calamars séchés. Nescafé, nous avons avec eux un deal global pour sponsoriser les Video Music Awards. Les films, parce qu'ils s'adressent au même public, fonctionnent bien comme marque mondiale et comme partenaires mondiaux. Ça a été le cas avec La planète des singes de la Fox récemment. Nous avons été le seul média à promouvoir ce film au niveau mondial. Harry Potter de la Warner est un autre exemple. Ce qui a été intéressant avec Harry Potter, c'est que nous avons aussi fait la promotion en Chine. Nous avons une très bonne base de distribution en Chine. Ces marques globales, qui sont nos partenaires, nous ont beaucoup aidés et sont très importantes pour nous. Le jour de sa sortie, on pouvait voir Harry Potter dans 1000 salles, dans 140 pays. MTV est regardé par 350 millions de familles, soit environ 1 milliard de téléspectateurs. Arrivé à 1 milliard, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe à 6 milliards, ce qui est la population de la planète. Puis on va au-delà du monde. Quelle est la recette du succès global? Comment se construit une marque comme MTV qui puisse plaire à toutes les cultures? C'est presque comme les Nations Unies. Même si nous avons cette infrastructure globale et ce réseau mondial, c'est vraiment l'antithèse de tout ce que nous faisons. Je vais mettre ma casquette, No Global, qui est symbolique. Car encore une fois, la clé de notre succès, c'est de permettre à nos directions locales de prendre toutes les décisions. Non seulement pour la programmation, mais aussi pour toutes les décisions commerciales. Certains universitaires, comme Benjamin Barber, l'auteur de Jihad versus Macworld, critiquent MTV comme étant une machine à tuer les cultures régionales. Voilà le dilemme entre le goût universel global que cherche à développer la culture du marketing, ce que j'appelle Macworld, et le besoin de faire les petits ajustements locaux qui la rendent un peu plus séduisante. Ils vont dire, OK, d'accord, sur MTV Pologne, on a 2 jeunes présentateurs qui parlent polonais. En Russie, ils vont parler russe une partie du temps. Mais les émissions les plus attirantes seront celles qui sont en anglais. Les Polonais ne sont là que comme des interprètes, comme vendeurs, comme VRP si vous voulez, de la culture musicale commerciale globale, quasiment tout en anglais qui suit derrière. Ils sont comme les éclaireurs indiens qui accompagnaient autrefois l'armée de l'Union dans sa conquête de l'Ouest. Ces éclaireurs indiens parlaient la langue des Navarros, ils ont aidé les Blancs à pénétrer les cultures locales, mais une fois arrivés, ces éclaireurs ont été mis de côté. L'armée arrivait, chassait les Indiens de leurs terres vers les réserves et a créé un espace pour ce qui est finalement une culture musicale mondiale unique. Please welcome the Secretary of State of the United States, Colin Powell. Pour la Saint-Valentin, MTV a invité le secrétaire d'État Colin Powell pour parler aux adolescents de quelques 30 pays. Les jeunes du monde entier ont pu poser des questions non censurées. Hi, hello, Mr. Secretary. I'm wondering, when I talk to my friends about the U.S.,
we think about how do you feel about representing a country commonly perceived as the Satan of contemporary politics? Seen as what? As the Satan of contemporary politics. Satan. Oh. Well, I reject the characterization. C'est ce que nous dit notre public, ils volent ce sens de la communauté. Bien que MTV soit surtout de la musique et de la bonne humeur, car c'est une chaîne réservée exclusivement aux jeunes, ils veulent aussi des occasions de parler de choses sérieuses. But the real solution to the problems of hunger is to solve the problem of poverty. Poor people can't buy food. So poor people need what? They need a job. And so what we work hard doing is breaking down trade barriers so that people have access to the world trading system. That's why globalism, which sometimes has a bad name, should have a good name, because it's through globalism that we have trade agreements with nations, we let their products come into our country, we sell things to those countries. And so people don't want aid, people don't want a handout, they want to be part of a globalizing trading system where they have the chance to grow crops that can be sold, make products, make clothing that they can sell to the United States and buy things from the United States. That's why the trading system has to be globalized and we break down these barriers. Colin Powell a bien compris l'importance du marketing aujourd'hui. La sous-secrétaire d'État à la diplomatie, Charlotte Beers, vient du milieu de la publicité. Poster man. Well, you know, in a way, our poster people are President Bush and Secretary Powell, whom I think are pretty inspiring symbols of the brand, the United States. In the search for messages, which is a longer-term prospect that we have working now, we may occasionally find ourselves tapping into someone who is charming and important, such as a great athlete, or possibly a celebrity or singer or someone like that. We still have to offer a dialogue. And that's why we're so concerned about defining and communicating what we mean by freedom, how tolerance works, not for the sake of saying, be like us, but rather to say, here are many ways you can choose to live, and these are affirmative and productive. And that's a really different picture than anything like the Taliban or the Al-Qaeda systems offer people. La nation peut être vendue comme une marque. Si le logo France ou le logo Allemagne ont perdu de leur éclat ces dernières années, depuis le 11 septembre, le drapeau américain et le logo USA ont retrouvé un impact fort. Beaucoup d'artistes américains, comme Kid Rock, s'en font l'écho. Whatever comes out, quoi qu'il arrive, c'est cool. it's cool. Well, what's funny to me is that this was. Ce qui m'amuse quand je lis les théoriciens de masse des années 50, et surtout des gens comme Norman Mailer, c'est qu'ils disaient que ce qui allait nous sauver, c'était d'être cool. Ils disaient oublier le mouvement ouvrier, oublier la vieille gauche et tous ces vieux trucs du passé. Pour être en dissidence et vraiment changer le monde, il fallait être cool. Si j'étais Norman Mailer, j'aurais honte. Car être cool est devenu la force vitale du capitalisme. Ce type de culture consumériste ne parle que d'être cool. Et ils utilisent encore le langage de Norman Mailer. Ça vous permet de vous échapper de la société de masse, c'est une façon de se rebeller. C'est la seule chose qui compte. Être cool est devenu la seule attitude possible. Et il y a un certain génie là-dedans. Car si être cool est la manière de se rebeller, le capitalisme n'a rien à craindre. On ne va pas nationaliser leur bordel et on ne va pas se battre pour de meilleurs salaires. On va juste porter des vêtements différents, avoir une nouvelle coupe de cheveux ou mâcher une autre marque de chewing-gum.
À certains égards, c'est assez génial. Tom Frank étudie dans ses livres l'histoire de la publicité. Les années 90 ont été comme les années 60, la politique en moins. On a pu voir toutes ces campagnes publicitaires rebelles. Regardez cette image-là. C'est la culture éclatante des jeunes des années 90 à son apogée, mais sans le militantisme qu'il y avait dans les années 60. Tout ça a disparu vers 1992. À la place, on a eu cette décennie alternative. Tout le monde est alternatif, tout le monde est branché, tout le monde a une coupe de cheveux incroyable et essaie d'avoir l'air plus menaçant que le voisin. Et tout le monde essaie de s'exprimer de cette façon bizarre et la politique a disparu. C'est le vide. Il n'y a plus de rébellion. Dans le domaine politique et économique, le consensus et le conformisme sont encore plus forts que dans les années 50. Plus personne ne remet en question l'économie de marché. C'est si malin, si créatif, si intelligent. Et puis, ça détruit un peu le monde que j'aime. Souvenez-vous, dans les années 70, les costumes Mao étaient vendus comme de la haute couture en Occident. Et dans les années 90, il y avait un certain chic terroriste. Les gens qui ressemblaient à des terroristes servaient de mannequins dans l'industrie de la mode. La culture Macworld a la capacité d'absorber et de neutraliser ses opposants en les transformant en produits, en magnifiant l'opposition pour en faire une chose vendable. La raison pour laquelle je pense que les divisions politiques n'ont plus de sens, que le débat politique est hors de propos et que tant de gens ne participent plus à la politique, ils ne votent pas, ils s'en fichent, ils deviennent cyniques, est en partie lié à ce qu'on pourrait appeler le transfert de souveraineté politique vers les institutions économiques et culturelles. Et si, comme les jeunes le croient, la possibilité de changer le monde et de le contrôler ne réside plus dans les États, dans la politique et les gouvernements nationaux, mais dans les entreprises multinationales, les agences de publicité, les sociétés qui vendent du divertissement, les géants de la télécommunication comme Bertelsmann, Vivendi, News Corporation et ABC Disney, alors ce sont nos nouveaux souverains. Et il est normal que l'information ne fonctionne plus et que les gens s'intéressent plus au divertissement, car le divertissement est l'industrie souveraine. En réaction à ce monde de marques, de nombreuses voix dissonantes commencent à se faire entendre. Je crois qu'il y a une prise de conscience très forte dans notre génération que le monde est détraqué. Je me suis fait une réflexion très déprimante l'autre jour. Je me suis rendu compte qu'il n'y a sans doute pas eu un seul jour de ma vie, durant ces 15 dernières années, dans lequel McDonald's n'a pas été présent. Que ce soit une pub à la télé, ou quand je passe devant en voiture, ou quelque chose dans le journal. Et l'idée que cette entreprise qui n'a rien à m'offrir existe, qu'elle a une place dans ma vie alors que je ne veux pas d'elle, ça me met en colère. Et en même temps, ça me déprime. Pour moi, les marques commerciales sont la forme la plus raffinée de la propagande. Je ne vois pas ça comme un logo ou un petit dessin. Je vois ça presque comme une violation de mon espace personnel. Ces marques n'ont aucune signification en dehors de leur capacité à s'emparer de vos sentiments et à les associer non pas avec vous-même, mais avec leur marque. C'est une façon de posséder l'espace mental des gens, ce qui est à l'exact opposé de l'individualité. En gros, ces gens me dépossèdent de moi-même et prennent mon espace vital, puis essaient de me revendre tout ça, et je considère ça comme une véritable insulte.
pourquoi cette nouvelle contestation qui monte là, elle n'est pas produite pour des raisons économiques, mais pour des raisons réellement et fondamentalement existentielles. Je te prends des gens qui ont aujourd'hui mon âge, c'est-à-dire 25-26 ans. On a grandi dans l'enfermement le plus total, c'est-à-dire avec d'un côté la fin de l'histoire, tout le discours de la fin de l'histoire, de l'autre côté des gens de 30-35 ans qui nous disaient « vivez dans le situationnisme, le spectacle a tout emporté, il n'y a pas de contestation possible contre le spectacle puisque tout est récupéré ». Donc on a vécu dans cette sorte d'horizon désespéré qui contraignait à l'abdication. Il n'y avait plus d'histoire, plus de possibilité de contestation, plus de... Donc en fait tout était écrit par avance. Et avec en plus le poids de la mémoire donc de nos parents, enfin des gens de 68 qui sont bourrés de désillusions à l'égard de leur révolution et qui nourrissent, si tu veux, cette période de désillusion. Donc cette période-là n'a pas été pensée et la contestation qui renaît aujourd'hui, c'est contre, si tu veux, c'est un peu contre le cynisme de ces années-là. C'est une sorte de... Enfin, moi, j'appelle ça du romantisme, tu vois, le romantisme les yeux ouverts. De nouveaux médias apparaissent un peu partout pour illustrer cette tendance contestataire. À Paris, le magazine Blast propose un ton différent. En couverture du premier numéro se trouve un artiste nommé Zeus. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que c'est des icônes qui m'agacent. Un immeuble avait été recouvert par une campagne publicitaire IBM. Donc la politique d'IBM a été de travailler avec des gens de l'entreprise qui posaient comme des mannequins. Il y avait 6 figures comme ça, et le slogan de « Qui avez-vous besoin ?» Bon, on se le demande. Alors, moi, je suis venu, donc je suis passé par les échafaudages, et j'ai fait des incisions sous les yeux, comme ça, à l'aide d'un cutter, sous les yeux, et j'ai déversé la peinture rouge. Une autre intervention du même type a eu lieu en fait sur une campagne publicitaire Gap. Le visuel, si vous voulez, est resté une semaine. Une nouvelle bâche, en fait la même, a été remise comme ça à l'identique. Un maître chien avait été posté en bas. Il m'a expliqué que l'action qui avait eu lieu la semaine dernière avait engendré une espèce de petit conseil à l'entreprise américaine. Donc le directeur a dit on change la bâche et on met une sécurité rapprochée pour notre image de marque. Les médias alternatifs sont de plus en plus diffusés sur Internet. Indymedia, le plus important d'entre eux, est né à Seattle à la suite des manifestations contre l'Organisation mondiale du commerce. Indymedia, c'est assez fabuleux. C'est un peu l'aberration pour quelqu'un comme Jean-Marie Messier. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'est le développement du plus grand média de résistance qui est lié au mouvement anti-mondialisation. C'est un média décentralisé qui n'a eu besoin d'aucun financement a priori. C'est-à-dire que ça ne repose pas sur le capital. C'est un peu l'économie du don. C'est-à-dire que c'est des contributions qui sont bénévoles de médiactivistes, de jeunes médiactivistes, producteurs audiovisuels donc, qui donnent leur matériel, articles, photos, vidéos à Indymedia. Nous nous efforçons d'échapper à toutes sortes de hiérarchies. Nous essayons de faire fonctionner une organisation où l'argent n'est pas le moteur.
Et je crois que ça marche. Il suffit d'être débrouillard. Indymedia veut être une alternative aux grands groupes de communication qui contrôlent, selon eux, l'information. Ces sociétés géantes ne s'occupent que d'elles-mêmes et de leurs profits. Si un sujet est important mais pas rentable, le sujet ne sera pas diffusé parce que la marge de profit est prioritaire. C'est comme ça que je conçois le rôle d'Indymedia. Remplir ces vides et essayer non pas de concurrencer, mais de créer plus de vérité et d'accessibilité aux médias. Que ce soit plutôt un processus d'échange. Guerrilla News Network est un autre média gratuit et décentralisé sur Internet, fondé par des anciens journalistes du New York Times et de MTV. Public relations works by putting its message in the mouths of people we trust. It might be Tom Brokaw, it might be some expert that Dan Rather has on the evening news. And the dirty little secret is that on any given day, 40, 50, 60% or more of what we see here and read as news is in fact public relations. There's not only a need, but a huge Il n'y a pas seulement un besoin, mais une grande soif d'information de la part des jeunes. Un média qui leur parle d'une voix qu'ils comprennent, mais qui respecte également les valeurs traditionnelles du journalisme, comme la précision et un certain sens de l'investigation. Quant à nous, nous essayons de créer une nouvelle marque qui soit aussi cool que n'importe quelle autre. Mais au lieu de vendre des chaussures de sport ou un nouveau genre de hamburger, nous essayons de faire passer l'idée qu'être informé sur le monde est très cool. Je ne crois pas forcément à l'idée de Naomi Klein dans son livre Nos logos qui veut se débarrasser de toutes les marques. Je suis pour la création de nouvelles marques qui a une véritable signification. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de ceux qui ont l'argent, qui contrôlent le commerce, ceux qui vendent Macworld, car ils sont devenus experts pour repérer la subversion. Ils lui laissent un peu de place, puis ils l'incorporent à leur propre culture. Les marques ne sont pas nécessairement liées à des objets. Les marques peuvent aussi se rapporter à d'autres choses, pas forcément à la nation, car la nation tente toujours de se vendre. Il faut être français, il faut être vietnamien, et ainsi de suite. Les nations étaient dans le commerce des marques avant les marques. Ce sont les plus grandes marques. Mais je crois que nous avons d'autres dénominations possibles, comme pacifiste, ou antinucléaire, ou droits de l'homme. Ce sont d'autres types de marques possibles. Il est possible que certains n'aiment pas qu'on en parle comme ça, mais ça veut simplement dire qu'on crée une icône à laquelle on est attaché. Mon sentiment, c'est que oui, il faut entrer dans le monde des marques, mais pas uniquement pour les biens de consommation. La société civile peut aussi entrer dans le monde des marques pour être compétitive. Elle doit le faire si elle veut avoir une chance.